Le soldat rentra chez lui, héritant d'une demeure délabrée que tous les membres de la famille de son ex-femme considéraient comme un déchet sans valeur. Pourtant, entre ces murs érodés par les intempéries, lui et sa fille découvrirent une vérité si profonde et si puissante qu'elle força même ceux qui l'avaient autrefois jugé inutile à baisser la tête de honte. Rire et bavardage résonnaient sur la pelouse verdoyante, tandis que la majestueuse propriété familiale de Sophia se remplissait des personnalités les plus influentes de la ville. L'atmosphère était à la fois festive et distinguée, une fête d'anniversaire pour la grand-mère et un rassemblement de l'élite. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce que le lourd portail en fer grince. Thomas Miller, 45 ans, apparut à l'entrée, son vieux sac militaire en bandoulière. Il portait une chemise bleu pâle et un simple pantalon kaki, sa silhouette plus fine qu'auparavant. Les conversations s'interrompirent et les têtes se tournèrent lentement tandis que Thomas avançait de quelques pas et s'arrêtait juste au bord du tapis blanc du banquet. « Je viens chercher Ella », dit-il. Sa voix n'était pas forte, mais suffisamment claire pour que les personnes présentes l'entendent. Sophia se retourna. Conformément à l'ordonnance du tribunal, je l'emmène vivre avec moi aujourd'hui. Les 3 premiers mois sont une période d'essai. Ensuite, les avocats des 2 parties réévalueront la situation. Sophia regarda le document comme s'il ne s'agissait que du menu d'un restaurant de bord de route. « Oui, je m'en souviens », répondit-elle, puis tourna son regard vers l'enfant. Le père soldat est venu chercher son enfant, Ella. Un homme d'âge mûr s'appuya sur la table et ajouta, « N'ai-je pas entendu dire que Thomas avait hérité de cette vieille maison délabrée sur la colline ? Je suis presque sûr que même les rats n'y vivraient plus. » Des ricanements parcoururent la foule. Thomas ne dit rien. Il s'agenouilla et ajusta doucement la bride de la chaussure d'Ella avec une attention minutieuse. Elle lui serra légèrement la main, les larmes aux yeux. Sophia croisa les bras. Son sourire disparut, remplacé par une expression froide et tranchante. « Thomas, je ne t'empêche pas de l'emmener. C'est ton droit légal. Mais si tu envisages de l'emmener dans un endroit dépourvu des commodités de base, je me réserve le droit de demander une réévaluation de ses conditions de vie. » Thomas se tenait droit. « Ma fille a besoin de quelqu'un qui l'aime vraiment, pas de luxe. Je veillerai à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Ce que pensent vos proches ne me regarde pas. » Un autre parent intervint, attisant les flammes. « Mais Sophia a raison. Élever une fille comme ça, n'est-ce pas comme l'abandonner ?» Les lèvres de Sophia se courbèrent en un dernier coup sec. « Si ma fille doit vivre dans un endroit comme celui-là, ce sera un malheur après l'autre. » Le silence s'installa. Puis Thomas se tourna vers Ella, lui prit doucement la main et dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, « Rentrons à la maison, ma chérie. Ta mère a déjà fait son choix. » Père et fils sortirent du jardin, croisant des regards pitoyables, méprisants, ou indifférents. Mais Ella ne se retourna pas. Elle serrait fermement la main de son père comme si c'était la seule chose solide qui lui restait dans la vie. Alors que leur silhouette disparaissait derrière les arbres, personne ne remarqua qu'un invité avait discrètement sorti son téléphone et enregistré toute la scène. Cette vidéo, quelques jours plus tard, allait devenir virale sur les réseaux sociaux avec un seul titre, « Pauvre père humilié à la fête », mais sa réponse a laissé toute la foule sans voix. Des pneus crissaient sur le gravier meuble, un murmure souterrain. La route était déserte, pas une âme en vue. Lorsque le camion s'arrêta enfin devant un portail en fer rouillé, Ella pressa son front contre la fenêtre et murmura, « C'est notre nouvelle maison, papa. » Thomas ne répondit pas immédiatement. Il coupa le moteur, se pencha en avant, les 2 mains sur le volant, et regarda à travers le grillage métallique rouillé. Derrière le portail se dressait une demeure de 3 étages, tel un souvenir oublié. Ses murs étaient écaillés et s'effritaient. Le toit inégal, avec des vignes emmêlées qui s'accrochaient jusqu'aux avant-toits. Un côté du balcon s'était complètement effondré, ne laissant qu'une poutre éclatée. L'air était humide et lourd. Il se retourna et tendit la main à sa fille. Ella hésita quelques secondes avant de lui prendre la main et de descendre. Sa robe s'était accrochée aux mauvaises herbes qui poussaient au-dessus de ses genoux. Thomas sortit une vieille clé. Il fallut 3 tours complets avant que le portail ne s'ouvre en grinçant dans un long gémissement guttural, comme si quelque chose s'éveillait des profondeurs de la terre. Alors qu'ils entraient, Ella pencha la tête en arrière et leva les yeux vers la maison. « Quelqu'un n'a-t-il déjà vécu ici ?» Thomas répondit simplement, « Elle appartenait à ton grand-oncle. Il est décédé il y a longtemps. J'en ai hérité. » La porte d'entrée oscilla légèrement lorsqu'il la poussa d'un coup d'épaule. Une vague d'odeur les envahit, poussière, bois pourri,
le souffle épais du temps lui-même. À l'intérieur, le parquet s'effondrait et les murs étaient couverts de moisissures. Des toiles d'araignée pendaient comme des rideaux. Une faible lumière filtrait à travers une fenêtre couverte de poussière, trop faible pour révéler clairement les formes à l'intérieur. Un fauteuil renversé gisait sur le côté. C'était le portrait en noir et blanc d'un jeune homme debout devant cette même maison. Le visage sévère, le regard sombre et inquisiteur. Son jeune frère Edmund avait disparu depuis près de 20 ans. Ella avança, effleurant doucement la table poussiéreuse avec ses doigts. Lorsque Thomas parvint enfin à ouvrir les volets, la lumière du soleil fit irruption dans la pièce, mettant tout en relief. Chaque recoin brisé, chaque relique effacée par le temps apparurent. Ella explora le rez-de-chaussée. La cuisine était un fouillis chaotique de casseroles rouillées et d'un réfrigérateur vide. Le bureau était rempli de vieux papiers et de cartes des environs, griffonnées de notes brèves et audacieuses. Elle s'arrêta devant une lourde porte en bois qui ouvrait sur une vieille bibliothèque. Cet espace paraissait différent, comme s'il avait été délibérément préservé. Les murs étaient jaunis, les étagères poussiéreuses mais intactes. Au centre était accroché un tableau délavé et écaillé. Il représentait une silhouette debout devant une pénombre diffuse. Ella plissa les yeux. On aurait dit que la personne n'était pas debout, mais cachée. Pendant ce temps, Thomas montait à l'étage. Sur une table d'appoint près de l'escalier, il trouva un petit carnet de cuir usé coincé entre deux annuaires téléphoniques périmés. En l'ouvrant, il reconnut immédiatement l'écriture d'Edmund. Il y avait de brèves notes sur le passage du vent à travers les fissures des murs, des étranges marques sur une carte dessinée à la main, mais la plupart des pages étaient vierges. Thomas ferma le cahier et redescendit. Ce soir-là, ils dînèrent assis sur le parquet, balayés du mieux qu'il put. Ella ne mangeait pas beaucoup, mais levait souvent les yeux vers son père. « Papa, dit-elle doucement. » Thomas leva les yeux. « Cet endroit ne ressemble peut-être pas à la maison de maman, mais je pense que même s'il n'y a pas de jouets que j'aime ici, t'avoir est suffisant. » Thomas posa sa fourchette, s'arrêta, et inclina doucement la tête. « Alors, peut-être que je n'ai pas mal commencé, ma fille. Juste un peu. » La nuit tomba et le vent se leva. Il hurla à travers les fentes des portes, les branches raclant les murs comme des voix murmurées à l'extérieur. Thomas borda soigneusement Ella dans un lit de fortune recouvert de couvertures pliées. Elle serrait fort son ours en peluche, s'endormant lentement. De retour au salon, Thomas alluma une lampe de poche et rouvrit le carnet usé. La dernière page lui semblait plus épaisse que les autres. Doucement, il passa un ongle sur la tranche jusqu'à ce qu'un petit morceau de papier triangulaire se détache. C'était un fragment de carte. Le papier avait jauni avec le temps. Un cercle rouge marquait un endroit nommé ECR, l'encre semblant différente des autres inscriptions. Thomas resta assis en silence quelques instants, puis glissa le morceau dans la poche de sa chemise. Son regard se porta sur la photo craquelée d'Edmund, souriant faiblement derrière un verre brisé. Les mots du passé résonnaient dans son esprit, ce n'est qu'en regardant en arrière que nous réalisons que nous ignorions encore ce que nous venions de découvrir. Au fond de lui, quelque chose s'éveilla. Quelque chose dans cette maison lui semblait profondément étrange. Peut-être que toutes les portes que nous ouvrons ne nous mènent pas à ce que nous espérons trouver. Qu'est-ce qu'il attendait d'autre au-delà de celle-ci? Thomas referma le carnet de cuir marron, les doigts encore couverts de poussière. Il démonta le mur derrière la cheminée. Le défunt oncle dont personne dans la famille de Thomas n'avait jamais vraiment parlé. Thomas resta assis en silence quelques secondes. Seul le faible bruit d'un balai balayant quelque part au fond des rayons. Il s'apprêtait à se diriger vers les archives lorsqu'une voix de femme s'éleva, légèrement rauque et posée. « Vous êtes ici pour Edmund Bennett, n'est-ce pas ?» Thomas se retourna, surpris. Une femme d'un certain âge, mince et aux cheveux argentés, soigneusement coiffée, le regarda derrière une étagère. « Excusez-moi, comment savez-vous qui je suis ? » Parce que tu as ses yeux. Et personne n'entre ici un matin d'hiver, à moins de vouloir exhumer le passé. Elle posa le balai et s'approcha. « Je m'appelle Margaret Chen. J'étais employée de bureau à la mairie avant de m'installer ici. Edmund fréquentait souvent cette bibliothèque durant ces dernières années. Si vous êtes son neveu. » Thomas, encore en train de digérer l'instant, hocha la tête. « Je m'appelle Thomas. Je viens d'emménager dans la maison qu'il a laissée. » Margaret hésita. Son visage exprimait un mélange de confusion et d'émotion discrète. Il a dit un jour, cette maison n'est pas faite pour être habitée.
C'est une porte d'entrée, une épreuve. Pas pour ceux qui cherchent le repos. Le cœur de Thomas s'emballa. Cette phrase était presque identique au message qu'il venait de trouver. Étiez-vous proche de lui? Je le connaissais. Mais plus que ça, je lui dois une fière chandelle. Après le décès de mon mari, Edmund m'a écrit une lettre manuscrite me disant « Les souvenirs oubliés sont comme des morts sans sépulture ». C'est peut-être pour ça qu'il m'a laissé ceci. Elle ouvrit un petit tiroir sous le bureau du bibliothécaire et en sortit une vieille enveloppe dont le sceau était légèrement décellé par le temps. Il me l'a envoyée il y a 15 ans en me disant de ne la donner qu'à un membre de la famille si jamais il venait me voir. Et ce matin, j'ai rêvé de lui pour la première fois depuis toutes ces années. Thomas prit l'enveloppe, le cœur battant à tout rompre en voyant son nom écrit dessus, celui qui les trouvera et celui en qui j'accorderai ma confiance ultime. La lettre comportait un plan de la maison dessiné à la main, simple, mais clairement marqué de 3 croix à l'encre rouge. Margaret fronça les sourcils en jetant un coup d'œil au plan. Il disait, ce n'est pas un trésor, c'est un vœu adressé à quelqu'un qui a suffisamment de patience. Penses-tu être cette personne? Thomas plia la lettre, les mains tremblantes. Je n'en suis pas sûr, mais je ne pense pas pouvoir revenir en arrière maintenant. Cette nuit-là, un événement inattendu se produisit. Pendant 2 nuits consécutives, Thomas ne put dormir profondément. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de son défunt oncle Edmund apparaître au milieu de piles de vieux papiers, ses yeux semblant murmurer quelque chose que Thomas n'était pas encore prêt à comprendre. Depuis qu'il avait emménagé dans cette maison, il avait l'impression de se livrer à un jeu psychologique interminable. Un mot dans le tiroir de la cuisine disait, ce n'est que lorsque le cœur est prêt à s'ouvrir que la pièce révèle son chemin. Puis vint l'histoire que le vieux bibliothécaire raconta à propos d'Edmund, l'homme qui avait déclaré qu'il ne laisserait pas un seul centime à quiconque ne comprenait pas la vraie valeur d'une maison. Thomas avait toujours cru à la logique, aux documents notariés, aux contrats et aux testaments. Il ne croyait pas aux histoires d'or caché ou d'argent enfoui. Il ne croyait pas qu'un vieil homme solitaire puisse laisser derrière lui un trésor comme dans un film. Il était venu ici pour trouver refuge, non pour réaliser un rêve irréaliste. Alors, quand Ella demanda, « Papa, j'ai vu une croix rouge sur le plan qu'on a trouvé hier. Tu crois que ça veut dire quelque chose ?» Thomas eut un léger sourire. « C'était juste une blague, ma puce. Oncle Edmund a probablement marqué ça pour déstabiliser les gens. » Ella hocha la tête et continua à dessiner tranquillement dans le coin de la bibliothèque. Une pièce poussiéreuse remplie de l'odeur de moisi des vieux livres que Thomas avait prévu de transformer en coin lecture pour elle. Puis elle dit, « Papa, cette partie ici est inégale. » Ses doigts parcourant le bord de la moquette usée. Il se figea à mi-chemin lorsque ses doigts touchèrent quelque chose de plus dur que le parquet. Un étrange frisson parcourut son échine comme un fantôme du passé. Avec précaution, il souleva chaque bord du tissu. Son cœur battait fort lorsqu'un X rouge profond apparut, non pas d'encre fraîche, mais une trace de rouge à lèvres séchées, effacée par le temps. Pourtant, c'était suffisamment clair pour l'arrêter. Ce n'était pas n'importe quelle marque. Elle correspondait parfaitement à l'endroit exact marqué sur le vieux plan qu'il avait extrait d'un dossier poussiéreux, jusqu'au dernier centimètre. Thomas recula, les yeux écarquillés, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il sortit un canif et commença à en extraire les bords en bois. Le bruit sourd du bois qui craque résonna durement, comme si toute la maison retenait son souffle. Le panneau s'ouvrit. En dessous se trouvait une trappe en fonte avec une poignée rouillée, mais étrangement sans serrure. Elle était là, attendant que quelqu'un la trouve. « Bon Dieu » murmura Thomas d'une voix rauque. « Pas question » dit Ella, debout à côté de lui, les yeux écarquillés d'impatience. « Je veux venir avec toi, papa. Je te promets de faire attention. » Thomas se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Malgré l'inquiétude qui creusait son front, il posa doucement une main sur sa petite épaule. « Alors, on y va ensemble, mais tu dois rester près de moi, d'accord ?» Elle hocha la tête. Ensemble, père et fille se dirigèrent vers la porte que le temps venait d'ouvrir, un lieu où le passé et le futur attendaient. Thomas regarda Ella dans les yeux résolus et acquiesça en retour. Il prit une lampe de poche dans le tiroir, lui serra fermement la main et souleva la trappe. L'escalier en bois craquait sous leurs pieds, usé et fragile. Un air froid et humide montait à leur rencontre tandis qu'ils descendaient marche après marche, le grincement du bois résonnant comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des lustres. Le sous-sol était plus vaste que Thomas ne l'avait imaginé. Des draps blancs recouvraient chaque étagère, chaque table,
chaque statue en bois sculpté. Et pourtant, il n'y avait presque aucune trace de poussière, comme si l'endroit avait été nettoyé depuis longtemps puis scellé hermétiquement. Au centre de la pièce reposait une grande malle fermée par 3 cadenas en fer qui ne semblaient plus qu'une simple décoration. Thomas en tourna un, et le déclic le fit sursauter. Le deuxième cadenas suivit, et le troisième se débloqua avec la facilité d'un cadenas jamais vraiment verrouillé. Il souleva le couvercle et là retint son souffle. À l'intérieur se trouvait un véritable trésor, des boîtes en bois remplies de lingots d'or, d'argent pur, de vieilles pièces de guerre, de bijoux anciens et d'obligations datées, le tout soigneusement rangé et étiqueté de notes manuscrites, réserve d'urgence à ne pas partager avec des étrangers pour celui qui comprend la vraie valeur de cette demeure. Thomas resta immobile. Il avait cru que ces mots n'étaient que des sentiments. Et maintenant, c'étaient les dernières volontés d'Edmund, non inscrites dans des documents légaux, mais liées par la foi. Elle a pris une photo encadrée au bas du coffre. Une photo de Thomas enfant, à moitié cachée derrière la jambe d'Edmund. Sous le cadre, une ligne manuscrite disait « Si un jour tu reviens, laisse la confiance te guider pour ouvrir la bonne porte. » Thomas serra la main de sa fille. On l'a trouvé, et là. Ça veut dire que d'autres peuvent aussi le prendre. Il la regarda en silence. Sachant que la tempête provoquée par la famille de son ex-femme ne faisait que commencer, il ne resterait pas silencieux une fois la nouvelle du trésor connue. Mais une chose était claire, ce trésor ne leur était pas destiné. Cette nuit-là, alors que Thomas triait de vieux registres bancaires, la ligne fixe du salon sonna une fois. Puis elle se tut. Ce qui se passa ensuite dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. La porte de l'écoutille se referma derrière eux. Thomas sortit le premier, la chemise trempée de sueur, les mains encore couvertes de copeaux de bois. Ella le suivit de près, les yeux brillants d'un mélange de confusion et d'excitation. Chaque marche de l'escalier semblait les éloigner un peu plus d'un secret trop incroyable pour être exprimé. Thomas posa la plus petite boîte sur la table de la cuisine. S'essuyant les mains sur son pantalon, le regard perdu dans le vide. Il ne dit rien. Ella était assise en face de lui, serrant son ours en peluche usé contre elle, observant son père comme si elle attendait un miracle. « Il les a cachés pour toi ?» demanda-t-elle doucement. Thomas resta silencieux un instant, inclina faiblement la tête. Il n'en était pas sûr. Mais les yeux d'Edmund dans le portrait accroché dans le couloir semblaient maintenant le fixer directement, non pas avec un sentiment de culpabilité, mais avec une certaine attente. Il ouvrit un vieux livret de banque et parcourut les chiffres. La somme était suffisante pour changer leur vie, non seulement pour survivre, mais pour vivre dignement, sans être ni rejeté ni ignoré. Thomas expira lentement. Cette maison en bois pourri, cette cave moisie, tout cela n'était que des coquilles vides. Ce qui se trouvait à l'intérieur était le véritable héritage, murmura-t-il, y croyant à peine. 80 millions de dollars. Il tira une chaise et s'assit, le regard vide. Son abattement n'était pas dû à la somme, mais au poids qui pesait sur sa poitrine, comme si tout cela avait été déclenché il y a longtemps, ni une coïncidence, ni un accident. Il ouvrit chaque compartiment du coffre en fer, des documents certifiés, des lingots d'or, des actions, des photos décolorées des années 1970 et une enveloppe scellée portant une note manuscrite « À mon petit-neveu, si tu avais le courage de retourner dans cette maison. » Il déchira le bord de la lettre. L'odeur du vieux papier monta, se mêlant à celle du moisi de la cave. À l'intérieur se trouvaient quelques lignes. L'écriture penchée, mais audacieuse et ferme, si familière qu'elle fit bondir son cœur. « Thomas, je t'ai laissé cette maison pour une raison. Tout le monde n'a pas la raison de retourner dans un endroit qui ne réserve que déception. Mais si tu lis ceci, c'est que tu as accompli le plus dur. Tu es revenu à toi-même. Ils m'ont traité de fou de t'avoir laissé cette maison délabrée. Mais c'était la seule chose capable de garder un grand secret. Un secret que seul un homme non aveuglé par la cupidité pouvait découvrir. Utilise-le avec sagesse, non pour te venger, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Edmund. Thomas plia la lettre lentement, sans un mot, tandis que les souvenirs du jour où il avait reçu l'avis d'héritage lui revenaient en mémoire, une maison abandonnée et délabrée que personne dans la famille n'avait même aperçue. Tandis que les cousins se disputaient le manoir de Boston ou les actions de la société, Thomas, le soi-disant raté, le mouton noir, le vagabond, se voyait confier cette épave en ruine. Il comprenait maintenant pourquoi Edmund ne cherchait pas un héritier légitime. Il cherchait quelqu'un qui ne soit pas touché par la cupidité. Quelqu'un prêt à endurer le ridicule, à se réfugier dans un endroit poussiéreux et rude pour découvrir la vérité,
et non quelqu'un en quête d'une vie facile. Personne n'avait jamais vécu ici auparavant. La maison était scellée depuis plus de 20 ans. Ce qu'il avait vu là ne lui avait fait hocher la tête. Rien que de la pourriture et de l'espace perdu. C'était peut-être ce qui protégeait le trésor, tout comme cela protégeait le testament d'Edmund des mains cupides. Thomas hésitait entre rire et pleurer, non pas parce qu'il avait été choisi, mais parce que pendant des années, il s'était cru abandonné. Peut-être justement était-ce précisément parce qu'il avait été mis de côté, catalogué comme un raté, et qu'il avait traversé la vie en ravalant chaque blessure sans se plaindre qu'Edmund voyait en lui ce que personne d'autre ne voyait, la détermination d'aller jusqu'au bout. Ella s'approcha par derrière, serrant toujours son ours en peluche usé jusqu'à la corde. « Papa, on va vivre ici maintenant. » Thomas se retourna, inclina doucement la tête, son regard s'adoucissant. Libéré du doute. Peut-être pas pour toujours, mais ce soir, c'est chez moi. Ils restèrent assis côte à côte jusque tard dans la nuit. Personne n'alluma la télévision. Personne ne vérifia le solde de son compte en banque. Dehors, le vent hurlait à travers les vieux bardeaux, mais à l'intérieur, pour la première fois, il ne faisait pas froid, non pas parce que les murs étaient plus étanches, mais parce qu'au fond de lui, Thomas ne se sentait plus étranger. Le lendemain matin, un klaxon solitaire résonna sur le chemin de terre encore enveloppé par le brouillard matinal. Thomas était assis sous l'avancée du porche, marteau à la main, réparant la charnière rouillée de la vieille porte de garage, desserrée depuis longtemps. Le klaxon le fit sursauter. Personne ne passait jamais par ici. D'abord, Sophia, sa robe beige effleurant l'herbe couverte de rosée, ses talons s'enfonçant légèrement dans le sol. Derrière elle, un homme en costume gris tenait une pile de papier, visiblement un avocat. « Pas d'invité, dit Thomas en fronçant les sourcils en quittant le porche. Sophia. Elle retira ses lunettes de soleil et esquissa un léger sourire comme s'il s'agissait d'une visite spontanée. Je passais par là et je me suis dit que notre fille aurait peut-être besoin de passer du temps avec sa mère. Elle a sorti en courant de la maison, s'arrêtant brusquement à la vue de sa mère. Pas de joie, juste une pause hésitante. Elle resta immobile. Sophia lui fit signe de la main. Ma chérie, maman est venue te voir. Ella regarda Thomas comme si elle attendait son signal. Il hocha légèrement la tête, les yeux fixés sur Sophia. Comment as-tu su que j'étais là? Sophia sourit d'une voix douce comme la soie. Mon avocat suit les archives immobilières. Il paraît que vous avez récemment hérité de cette maison. Je voulais juste m'assurer que ma fille vit en sécurité. Puis elle se tourna nonchalamment, ses yeux clignant apparemment au hasard, mais beaucoup trop précisément vers le mur de briques où Thomas venait de recouvrir la porte de la cave d'une bâche la nuit dernière. Elle parlait sans réfléchir, du moins c'est ce qu'elle semblait. La maison est si vieille. Je sens l'odeur du bois humide qui monte d'en dessous. Il doit y avoir une cave. Thomas se figea. La question était trop précise. Cette odeur était indétectable de loin. Et c'est Sophia, toujours terrifiée par la poussière et la moisissure, qui la remarqua. Il parla lentement. Le sous-sol n'est qu'un ancien débarras. Il n'y a rien là-dessous. Sophia sourit doucement, sans rien dire, mais ses yeux se posèrent sur les mains de Thomas, de la terre sous les ongles, une égratignure sur son poignet, de la boue séchée sur la jambe de son pantalon. Elle ne connaissait aucune preuve tangible, mais comme un prédateur qui sent l'odeur du sang dans l'air, elle le sentait. L'avocat s'avança et lui tendit les documents. Nous sommes bien intentionnés, mais si nécessaire, nous déposerons une demande de tutelle provisoire pour assurer la sécurité d'Ella. Cette maison pourrait ne pas convenir à un enfant. Thomas ne regarda pas les papiers, il regarda sa fille. Elle lui avait déjà serré la main fermement. Elle ne regarda même pas sa mère. La réponse était claire depuis un moment. Thomas prononça chaque mot avec une précision discrète. Tu n'es pas venu ici pour. Tu es venu parce que tu penses qu'il y a quelque chose ici, n'est-ce pas? Ou peut-être que tu cherches quelque chose, mais ne te sers pas d'Ella comme excuse. Sophia continuait de sourire, mais la petite courbe de ses lèvres avait perdu son assurance. Je suis juste venu rendre visite à ma fille. Tout le reste, c'est dans ta tête. Elle se retourna vers la voiture. Son talon s'enfonça dans une petite mare de boue derrière la cour. La même où Thomas avait soulevé les panneaux de signalisation la veille. Sophia marqua une pause et baissa les yeux. Une empreinte de pas. Elle ne dit rien de plus. Mais Thomas comprit qu'à partir de cet instant, le jeu avait changé. Thomas était assis, immobile,
sur les marches, le regard fixé sur le ciel morne au-dessus du portail. Le SUV de Sophia avait disparu depuis moins de 5 minutes et pourtant le poids de sa visite pesait encore sur chaque planche pourrie de la vieille maison. Il ne retourna pas à l'intérieur. Il ne bougea pas et là se tenait derrière lui, ses petites mains agrippant le dos de sa chemise, silencieuse. Elle le ressentait aussi. Ce n'était pas une de ces menaces en l'air habituelles de Sophia. Elle n'était pas venue pour des retrouvailles. Elle était venue pour reprendre le contrôle. Thomas poussa un léger soupir et sortit son téléphone. Il n'appela personne. Il rouvrit simplement la photo qu'il avait prise la veille au soir à la cave, le trésor. La lettre de son oncle et la dernière ligne écrite d'une écriture tremblante, le prix de la liberté est parfois d'abandonner tout ce qui vous retenait autrefois captif. Maintenant, il comprenait. Son oncle ne lui avait pas légué cette maison pour sa valeur. Il la lui avait laissée comme une ultime épreuve. Une épreuve que seul quelqu'un de suffisamment patient, de suffisamment croyant et d'assez aimant pouvait endurer et maintenir. Et maintenant, Thomas possédait ces 3 qualités. Mais il était sur le point de perdre la seule chose qui comptait le plus, Ella. Des pas résonnèrent doucement à l'intérieur. Ella était rentrée, avait pris son ours en peluche et était retournée voir son père. « Papa » demanda-t-elle d'une voix faible mais perçante. « Si maman m'emmène, tu viendras avec moi. » La question atterrit comme une lame. Thomas se figea, le regard perdu dans les ténèbres, comme si quelque chose d'enfoui depuis longtemps venait d'être exhumé. « Personne ne t'emmènera nulle part, Ella. Je te le promets. » Mais quelques jours plus tard, cette promesse commença à s'effondrer. Depuis la nuit où Thomas avait découvert le sous-sol caché et son contenu explosif, toute la ville de Havenwood était en émoi. Une source anonyme, que tout le monde soupçonnait de provenir de l'intérieur, avait divulgué des photos de la carte au trésor et de son X rouge à un blog local. En moins de 12 heures, les gros titres ont explosé sur Facebook et dans la Havenwood Gazette, un vétéran découvre un trésor d'1 million de dollars dans un manoir hérité. Le nom de Thomas Miller est instantanément devenu le sujet le plus brûlant de la ville. Ils ont tout dit, qu'il était solitaire, isolé, un homme souffrant de dépression d'après-guerre, que le manoir pouvait cacher des objets illégaux, plus grave encore, qu'une jeune fille vivait dans des conditions indignes pour hériter d'une fortune aussi colossale. 3 jours après la publication du 3e article, Thomas a reçu une lettre du tribunal du comté, une plainte officielle déposée par Sophia de l'année pour obtenir des droits de garde. Thomas ne fut pas choqué. Il serra si fort le papier qu'il faillit le déchirer, puis le plia en 3 et le posa sur la table comme un acte d'accusation qui n'avait pas besoin de procès. Ce matin-là, l'hôtel de ville de Havenwood avait été transformé en salle d'audience temporaire. Tous les sièges de la galerie étaient occupés, non pas à cause de la complexité de l'affaire, mais parce que chacun voulait apercevoir l'homme qui avait trouvé l'or. Les équipes de télévision locales ont installé des caméras juste devant les portes. Des murmures résonnaient dans les couloirs. Je suppose que l'ex-femme veut sa part. Non, elle poursuit pour l'enfant, pas pour l'argent. Mais personne ne croyait vraiment ce qu'il disait. Thomas était assis en silence à droite de la salle d'audience. Il portait un vieux costume gris, le col légèrement de travers, mais le dos droit comme toujours. À côté de lui était assis Rollins, l'avocat commis d'office, poli et clairement dépassé par l'équipe juridique de poids de l'autre côté de l'allée. Sophia était assise à gauche, vêtue d'une robe en velours noir et d'un foulard en soie drapé sur ses épaules. Son visage ne trahissait aucune émotion. À ses côtés se trouvaient 2 avocats vifs, raffinés, précis. Derrière elle était assis un homme plus âgé aux cheveux argentés et aux lunettes à monture dorée. Son père, un ancien juge d'État connu pour son attitude suffisante et au-dessus des lois. Les portes s'ouvrirent. Le juge Harper entra dans la salle d'audience, un homme d'âge moyen qui semblait avoir présidé bien trop de divorces ennuyeux. Mais aujourd'hui, il se trouvait face à une salle comble. Il ne s'agissait pas d'une simple affaire civile, il s'agissait du litige relatif à la garde des enfants le plus suivi de la ville. Il s'agit de l'audience relative à la garde provisoire d'Ella Miller. Plaignant, vous pouvez poursuivre. L'avocat de Sophia se leva. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était tranchant et réfléchi comme le fil d'un couteau. Votre honneur, ma cliente, Madame Sophia Delaney, est la mère biologique d'Ella. Il y a 6 mois, elle a volontairement demandé la garde de sa fille après le divorce, mais n'a reçu aucune coopération. Récemment, elle a été informée qu'Ella vivait dans des conditions dangereuses, plus précisément dans une résidence vieillissante sans système de sécurité, sans nounou professionnel et sans accès à un soutien médical ou psychologique.
Il marqua une pause. Il s'agit d'un litige impliquant de l'argent, des biens et un contrôle légal. Il se tourna vers Thomas, son regard aussi perçant que s'il regardait un homme qui venait de gagner le jackpot. Quant au père, Monsieur Thomas Miller, il a été libéré de l'armée il y a moins d'1 an, n'a pas d'emploi stable et ne possédait aucun bien personnel jusqu'à récemment, lorsque plusieurs objets de valeur non enregistrés ont été trouvés dans la maison héritée. Cela représente un risque psychologique important, en particulier pour une personne qui est encore en phase de réinsertion sociale. Tout au long de la procédure, Sophia garda les yeux fixés sur Thomas. Elle ne parla pas, ne broncha pas comme si tout cela était son droit, comme si elle savait déjà qu'elle gagnerait. Rollins, l'avocat commis d'office de Thomas, parcourut plusieurs documents. Il se leva, visiblement moins ferme dans son ton. Votre honneur, Monsieur Miller est actuellement le tuteur principal de l'enfant, résidant avec elle dans la propriété léguée par son défunt oncle. L'enfant reçoit des soins, une éducation et une nutrition appropriées. Il n'existe aucune preuve médicale de négligence ou de préjudice émotionnel. Les allégations d'instabilité psychologique n'ont été validées par aucune autorité sanitaire. Le juge Harper fit un bref signe de tête. Merci. Le plaignant a-t-il des preuves concrètes? L'avocat de Sophia fit signe. Un greffier s'approcha avec une enveloppe noire et commença à disposer plusieurs photos. L'une d'elles montrait Ella debout devant la maison, vêtue d'une veste trop grande, le visage fatigué. Une autre la montrait assise dans un salon faiblement éclairé. La dernière, une image floue d'une carte au trésor dessinée à la main montrant clairement une marque X rouge. Voici nos preuves. Mon client craint vivement que l'enfant soit entraîné dans un environnement douteux axé sur l'exploitation de richesses non déclarées. Cela pourrait avoir des effets durables sur son développement émotionnel et cognitif. Thomas serra les poings. Il aurait voulu se lever et dire quelque chose, n'importe quoi. Mais il savait que ce qui sortirait de sa bouche serait déformé car Sophia ne voulait pas seulement la garde d'Ella. Elle montait un dossier pour le priver de sa capacité juridique à tout réclamer. Après près de 2 heures de débat, le juge Harper rendit sa décision. Après avoir examiné les conditions temporaires, la documentation du demandeur et compte tenu de la stabilité émotionnelle de l'enfant mineur, j'accepte par la présente la demande. Ella sera placée en garde à vue temporaire avec sa mère pendant 2 semaines. Durant cette période, le tribunal procédera à une évaluation indépendante des environnements de vie des 2 parties. Le marteau frappa. L'audience fut levée. Thomas ne se leva pas immédiatement. Sa tête resta baissée. Il tenait dans sa main une vieille photo d'Ella à 4 ans. Elles étaient toutes les 2 au bord de la rivière. C'était la première fois qu'elle disait « Papa, je veux vivre avec toi pour toujours ». Il glissa la photo dans son portefeuille, se leva et sans regarder personne murmura à Rollins « Je comprends maintenant. C'est comme ça qu'ils font passer le vol pour légitime ?» Rollins ne dit rien. C'était un avocat, pas un optimiste. Mais à ce moment-là, lorsque Sophia se leva et ne jeta même pas un coup d'œil à Ella, mais regarda froidement Thomas, il comprit, oui, tout cela avait été orchestré. Ce soir-là, la maison était silencieuse. Thomas revint seul. Il n'alluma pas la lumière, se servit simplement un verre d'eau et s'assit à la table vide. Sur la table se trouvait encore une copie du certificat d'héritage. À côté, un ensemble de notes détaillant les sous-sols du domaine, les plans et les diagrammes historiques. Mais il ne les regarda pas, adossé au dossier de sa chaise. Thomas ne pleura ni ne cria. Il n'y avait qu'un silence glacial au fond de sa poitrine. Dehors, le vent balayait la forêt. Les journaux, alimentés par les rumeurs d'un trésor d'1 million de dollars, continuaient de circuler à travers la ville. Mais ici, dans ce qui était autrefois considéré comme une maison en ruine, un père prit conscience de quelque chose. Pour protéger sa fille et l'héritage qu'elle représente, il allait devoir se battre non pas comme un soldat, mais comme un héritier. Sophia obtint la garde temporaire pour 2 semaines, mais elle ne ramena jamais Ella chez elle. Elle s'installa dans un hôtel, accompagnée de son père et d'un auditeur de banque. Il détenait un inventaire fuité des biens hérités de Thomas. Et comme Thomas le craignait, il préparait une seconde action en justice, une demande de partage de la succession, arguant que Thomas n'était pas légalement compétent pour la posséder. Depuis la décision du tribunal relative à la garde provisoire, l'ancienne maison de Thomas avait retrouvé son silence glacial d'antan. Fini le rire d'Ella qui résonnait dans les couloirs. Fini la petite tasse en porcelaine bleue posée en diagonale à côté de sa tasse à café. Chaque recoin,
chaque passage portait encore les traces d'un enfant et son absence donnait à tout un sentiment irréversible de malaise. Mais ce n'était pas seulement la solitude qui l'empêchait de dormir. C'était l'enveloppe qui arriva le lendemain matin. Pas d'adresse de retour, juste une ligne sur le devant, attention, ils ne veulent pas seulement la fille. À l'intérieur se trouvait la copie d'une nouvelle plainte déposée par Sophia. Cette fois, elle ne réclamait pas seulement la garde permanente d'Ella. Elle et sa famille revendiquaient également les biens découverts après le mariage. Selon la loi de l'État, s'il y avait eu une relation conjugale antérieure, l'une des parties pouvait réclamer une partie des biens nouvellement acquis à condition de prouver que cela pouvait avoir des conséquences sur le bien-être de leur enfant commun. Et c'est exactement ce que Sophia, soutenue par son père, faisait maintenant. Thomas jeta la pile de papier sur la table. Il ne dit pas un mot, mais sa main tremblait, non pas de peur, mais du sentiment d'être arraché à sa propre vie. Il appela son avocat, mais l'appel tomba directement sur sa messagerie. Ce soir-là, Thomas se rendit en ville au bureau des archives financières publiques. Un employé âgé, enseveli sous une montagne de papier, leva les yeux en entrant. « J'aimerais consulter les relevés de pension alimentaire ou d'aide sociale déposés sous les noms de Sophia Delaney et Ella Carter depuis 3 ans, dit Thomas. L'employé fronça les sourcils. « Et votre lien de parenté avec l'enfant ? Je suis son père, et j'ai besoin d'une preuve avant qu'une autre famille puissante ne m'enterre avec son argent. » L'homme ne posa plus de questions. 15 minutes plus tard, Thomas tenait un épais rapport imprimé entre ses mains. Ligne par ligne, entrée par entrée, tout y était, des documents attestant de la demande d'aide aux mères célibataires de Sophia alors qu'elle vivait déjà avec Thomas depuis l'âge de 3 ans. Les déclarations indiquaient clairement l'absence de soutien financier du père biologique. La mère est la seule responsable de l'enfant. Fausse déclaration, des versements mensuels de programmes fédéraux qui permettaient à Sophia de continuer à vivre dans un luxueux appartement en centre-ville, tandis qu'Ella était envoyée à la campagne où son père luttait contre des difficultés psychologiques et financières pour reconstruire sa vie. Et c'était exactement ce dont Thomas avait besoin. 3 jours plus tard, Thomas, c'est ça ? Un ancien militaire du Vermont. Je ne cherche pas à espionner mon ex-femme. L'inspecteur esquissa un léger sourire et hocha la tête. Je peux me renseigner ? Donnez-moi 2 jours. Thomas acquiesça en retour. Il n'était pas pressé. Ceux qui trompent finissent toujours par s'en mêler les pinceaux. Il n'avait qu'à s'accrocher à l'autre bout. Jeudi matin, une légère bruine balayait la ville. Thomas essuyait le porche lorsque le téléphone sonna. C'est moi. Vous voulez des informations ? Sophia arriva en ville la veille de sa prétendue visite surprise à sa fille. Elle s'installa dans un hôtel de catégorie moyenne sous un faux nom. Le plus intéressant, c'est que les archives de l'hôtel contenaient un article sur le trésor caché dans le domaine Carter. Elle était venue pour le trésor et Ella était tout simplement l'excuse la plus commode. Ce soir-là, Thomas se tenait devant le bureau en bois de son bureau, classant toutes les preuves, photos, dossiers d'aide financière, dossiers de poursuite, confirmation d'enregistrement à l'hôtel et les articles imprimés qu'elle avait pris. Un dossier fin, mais lourd comme un roc. Personne ne l'aidait, mais personne ne pouvait l'arrêter non plus. Il en imprima 2 exemplaires. L'un fut envoyé à son ancien avocat. L'autre fut déposé auprès du ministère de la Justice de la ville, accompagné d'une demande conventionnelle officielle, une demande d'enquête sur le mobile de l'utilisation d'une enfant mineure comme instrument de saisie illégale de biens par sa mère biologique, Sophia Delaney. Le lendemain, une lettre arriva du bureau d'évaluation. Nous avons reçu la demande de Monsieur Thomas Carter. Madame Sophia devra clarifier certains points juridiques concernant l'aide financière et l'intention déclarée derrière sa demande de propriété. Au bas de la lettre, une ligne était en gras, le tribunal accélérera l'examen s'il existe des preuves qu'un enfant est utilisé comme instrument juridique par l'une ou l'autre des parties. Ce soir-là, Thomas alluma la petite lampe de son bureau et prit un crayon. Il commença à redessiner la maison. Non pas pour y chercher des caves cachées ou des trésors, mais quelque chose de plus profond, une ultime protection, une vraie vie. Dans la chambre d'Ella, il lui donna du volume à l'oreiller et plia la couverture comme elle l'aimait. Puis, doucement, il plaça dans un cadre en bois un dessin qu'elle avait fait d'eux au crayon. Sur la vitre, d'une écriture tremblante mais chaleureuse était inscrit « Papa et ma maison ». Sophia pourrait obtenir la garde de ses enfants. Elle pourrait intenter un procès pour obtenir une part de la succession. Mais Thomas a juré qu'elle n'achèterait jamais l'amour d'un enfant. Car des mains qui ne se touchent jamais ne sauront jamais accueillir un cœur sincère. Le lendemain matin, Thomas se réveilla tôt.
Soudain, son téléphone sonna. C'était son avocate, mademoiselle Caroline Thomas. Je viens de recevoir un avis de l'équipe juridique de la famille Dawson. Sophia a officiellement déposé une requête pour réclamer une partie des biens post-conjugaux, plus précisément la valeur des biens immobiliers découverts après votre divorce. Elle affirme que les bases de cette découverte avaient été posées pendant le mariage. Thomas serra le téléphone fort. Que veut-elle de plus, après Ella? Caroline soupira. Il n'y a pas qu'Ella. Ils exigent au moins 40% de la valeur totale de ce qui a été trouvé dans la maison, invoquant une proposition d'indemnisation pour Sophia. Ils prétendent que Sophia a contribué à bâtir les fondations de la famille pendant que vous viviez encore ensemble. Apparemment, ils jouent les durs. Thomas ne répondit pas. Il se leva et se dirigea droit vers le jardin où la maison paraissait un peu moins abandonnée. Il regarda autour de lui et soudain, il regretta d'avoir dû mentir. Je lui ai dit que tout irait bien. Thomas ouvrit un dossier et le posa sur la table devant mademoiselle Nora. À l'intérieur se trouvaient les emplois du temps scolaire, les dossiers médicaux et des notes manuscrites prouvant que sa mère biologique ne s'était pas bien occupée d'elle. Une lettre d'Ella à Nora. L'écriture était enfantine et inégale. Maman dit que je n'ai pas besoin de médecin. Il faut juste que j'arrête de pleurer et que j'aille mieux. Mais ça fait toujours mal. Nora leva les yeux, la voix tendue. Tu vas les utiliser. Il se contenta de hocher la tête et de garder le silence. 3 jours plus tard, une interview en ligne avec l'ancien professeur d'éducation physique d'Ella a fait surface. Cette petite fille a été obligée de rester dehors en hiver parce qu'elle avait oublié l'argent de la collecte de fonds. Quand nous avons appelé sa mère, elle a dit « Ne m'appelle pas quelqu'un qui essaie de lui donner un prix ». La vidéo s'est répandue plus rapidement que n'importe quelle nouvelle judiciaire auparavant. Un soir, Thomas reçut un message de Caroline. Ils veulent un arrangement à l'amiable. Ils craignent de ternir leur image publique avant l'audience officielle de partage des biens. Thomas esquissa un léger sourire amer. Ce que la famille Dawson craignait, ce n'était pas lui. C'était la lumière de la vérité, une fois qu'il n'y avait plus rien derrière quoi se cacher. Une semaine plus tard, lors d'une réunion informelle au bureau du procureur de la ville, Sophia entra, vêtue d'une robe en soie couleur crème. Son visage n'exprimait plus l'assurance qu'il avait autrefois. Assise en face de Thomas, elle sortit son téléphone, fit défiler brièvement les informations, puis leva les yeux. Je n'aurais jamais pensé que tu te rabaisserais à utiliser ta fille comme une arme. Je n'aurais jamais pensé que tu la voyais réellement comme ta fille, répondit Thomas. Elle eut un rire creux. Si je m'en vais, accepterais-tu de signer une déclaration par laquelle tu renonces à tes droits sur les biens? Si je faisais ça, qui apprendrait à Ella que la justice ne vient pas du silence? La réunion se termina sans aucune signature, mais Sophia savait que Thomas n'était plus l'homme qui quittait autrefois cette ville en silence. Il était désormais un père. Et lorsqu'un père choisit de s'élever, rien ne peut le faire redescendre. La maison était silencieuse. Le soleil brillait haut dans le ciel, mais Thomas n'avait toujours pas quitté l'atelier. Mais dans le coin inférieur, sans que personne ne le dise, il avait esquissé une silhouette supplémentaire, une femme aux cheveux longs détournés. Elle se tenait à l'écart, et ce silence les protégeait désormais tous les deux. Cet après-midi-là, une lettre du bureau des successions fut remise en main propre à Thomas. Il s'agissait d'une demande de réouverture de l'enquête sur les biens hérités, déposée par Madame Sophia Delaney. La déclaration affirmait que les biens de la maison n'appartenaient pas uniquement à Monsieur Thomas, mais faisaient partie d'un patrimoine commun constitué pendant le mariage et demandait le partage égal de toute valeur nouvellement découverte. Thomas la lut et la relut. Le sang dans ses veines sembla se glacer. Une partie de lui savait que cela arriverait, ce n'était qu'une question de temps. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle dépose un document aussi audacieux. Elle voulait tout, pas seulement leur fille, mais la seule chose de valeur qu'il venait de découvrir, enfouie depuis des années. Il prit une grande inspiration et entra calmement dans le salon. Sur la table se trouvait le carnet de croquis d'Ella. Thomas feuilleta les pages avec précaution, s'arrêtant sur un poste taché d'eau. Il avait été écrit à la main par Ella 2 mois auparavant, une simple réflexion personnelle tirée d'un devoir scolaire. Les gens que j'aime le plus, grand-père, papa, oncle Edmund. Ce que je ne veux pas voir, maman et son petit ami, parce que chaque fois que je les vois, ils me demandent, ton père a déjà reçu de l'argent? Thomas sortit le mot et le glissa dans la poche de sa chemise. La preuve n'avait pas besoin d'être grandiose. Il suffisait qu'elle soit vraie et opportune. Cette nuit-là,
après qu'Ella se soit endormie, Thomas reçut un appel étrange. La voix à l'autre bout du fil était menaçante. Si tu es intelligent, signe le papier et partage les biens. La fille est en sécurité et tu gardes la moitié de la fortune. À toi de voir. Thomas ne dit rien. Il raccrocha, mais ne jeta pas le téléphone. Il alluma l'enregistreur. Un vieil instinct de soldat était revenu. Tôt le lendemain matin, il rencontra son avocate, Madame Pamela Green. Ils me menacent, dit-il. Ils veulent tout, et je ne peux plus protéger ma fille uniquement par l'émotion. Pamela feuilleta le dossier et dit, nous devons faire 2 choses. Premièrement, prouver que Sophia a abandonné Ella à plusieurs reprises et qu'elle est inapte à être mère. Deuxièmement, rouvrir les dossiers financiers et de communication pour trouver la preuve qu'elle était au courant de l'existence du trésor, ce qui montrerait qu'elle avait l'intention de réclamer les biens dès le départ. Si elle ne l'a appris que récemment, elle n'a aucun fondement juridique pour exiger une part. Documenter le quotidien d'Ella. S'il tente de la forcer à retourner chez sa mère, le tribunal devra déterminer où se trouve réellement son foyer. 2 jours plus tard, Thomas installa une minuscule caméra corporelle que Pamela lui avait donnée. Il la glissa discrètement dans la chemise d'Ella lors de leur rencontre au centre d'enquête. Si un jour papa n'est plus là, avec qui aimerais-tu vivre, lui a-t-il demandé. Elle réfléchit un instant, puis désigna un buisson et murmura, avec ce lapin tout doux là-bas, Thomas. Harry. Puis les larmes coulèrent. Cette vidéo, dit Pamela, aurait fait fondre n'importe quel jury. Au même moment, un courriel anonyme arrivait dans la boîte de réception du cabinet. Il contenait un extrait audio de Sophia parlant à son petit ami. Ses propos étaient glaçants. Si la fille revient, l'héritage sera acquis. Ce n'est pas comme si l'oncle avait signé quoi que ce soit. Pamela ignorait qui l'avait envoyé, mais Thomas avait une forte intuition, Clarisse, l'ancienne gouvernante de la famille de Lannay. Elle adorait Ella depuis toute petite. Quelques semaines plus tôt, elle avait discrètement confié à Thomas, « Si j'apprends quoi que ce soit, je ne me tairai pas. » Le vent commençait à tourner. Vendredi matin, Sophia a publié un communiqué de presse. « Je souhaite simplement que ma fille vive dans le meilleur environnement possible. L'héritage ne m'intéresse pas. Toutes les accusations sont fausses. » Le même jour, Thomas a envoyé à la presse 3 choses, une vidéo d'Ella en train de dessiner, l'enregistrement audio de Sophia menaçant au sujet de l'héritage, et une note manuscrite d'Ella. Les mots « je ne veux pas voir maman » ont explosé dans les médias. Les réseaux sociaux ont été enflammés de réactions. L'après-midi même, Pamela est arrivée chez Thomas avec un dossier. Elle était proche de la défaite, mais avant le début du procès, il devait se préparer à quelque chose. « Qu'est-ce que c'est » demanda Thomas. « Le pire scénario » répondit Pamela. « S'ils usent de leur influence et de leur fortune pour enlever la fille, qu'êtes-vous prêt à faire ?» Thomas resta silencieux un instant, puis il monta à l'étage, regarda Ella qui dormait paisiblement et revint avec une résolution tranquille. « Je me battrai avec autant de ferveur que sur le champ de bataille, mais cette fois je ne porterai pas d'armes. Je porterai un enfant et la vérité. » Plus tard dans la journée, Thomas ouvrit son email. Il attendait une invitation de La Vérité derrière le silence, un talk-show national reconnu pour ses révélations sur des conflits familiaux très médiatisés. Ils ont invité Sophia et lui à y participer. Sans hésiter, Thomas a écrit une ligne, « Je serai là, et je ne resterai pas silencieux. » Tôt le lendemain matin, une pluie fine tombait doucement sur le toit de tuiles usées de la vieille demeure. Chaque goutte semblait le dernier souffle d'un long cauchemar. À l'étage, dans le couloir du 2e étage, Ella était assise tranquillement près de la fenêtre, serrant son ours en peluche usé contre elle. Son regard ne reflétait plus la panique des jours où elle avait été séparée de son père, mais la paix n'était pas encore totalement revenue. 10 jours après le tollé au bureau d'évaluation, la bataille pour la garde d'Ella et la propriété du domaine touchait à sa fin. Une voiture noire s'arrêta devant le portail. Thomas, vêtu d'une chemise blanche impeccable et portant un dossier rempli de documents, c'était le véhicule. Il ne parla pas à Ella, se contentant de lui tapoter doucement l'épaule avant de quitter la maison. La réunion d'aujourd'hui ne se tenait pas dans une salle d'audience. Il n'y avait ni journaliste ni spectacle public. Pourtant, pour Thomas, c'était ici que se jouait le véritable destin du père et de la fille. La salle de conférence du Conseil des affaires sociales et juridiques de l'État du Vermont occupait un ancien et majestueux bâtiment au sud de la ville. À l'intérieur, 3 représentants attendaient, un juge honoraire, un jeune superviseur de l'Agence de protection de l'enfance et un conseiller financier indépendant.
Thomas n'était accompagné que de son avocat. Face à eux était assis Sophia, ses parents et 2 avocats, ces mêmes visages froids et familiers. Mais ce jour-là, personne ne ricanait ni n'élevait la voix. Le dossier devant eux ne concernait pas un trésor, mais plutôt les rapports psychologiques et scolaires d'Ella datant des 2 années passées chez ses grands-parents maternels. À côté se trouvait l'enregistrement audio d'une conversation récente entre Ella et une assistante sociale. Elle a raconté que durant ces 2 années passées chez sa mère, il n'y avait pas une seule photo de son père, pas une seule. À chaque fois qu'elle posait la question, sa mère répondait « C'est lui qui t'a abandonné ». La famille de Sophia ne broncha pas, car ces mots avaient bel et bien été prononcés. Ce n'était pas tout. Les relevés financiers de l'organisme de soutien aux enfants révélaient que si Sophia avait reçu des paiements pour Ella pendant 2 années consécutives, la majeure partie de l'argent avait été versée sur ses comptes personnels. Pendant ce temps, les dépenses d'Ella restaient inférieures aux normes minimales de l'État. Pas de jouets, pas d'activités communautaires, pas d'assurance maladie. Où est passé l'argent? L'avocat de Thomas a déposé une photo sur la table. On y voyait Ella endormie par terre dans l'ancien logement de Sophia, la tête posée sur un cartable entouré de factures impayées. Puis la voix douce et étranglée de l'audio retentit. C'était Ella à qui l'on demandait où elle souhaitait vivre. Je veux juste être dans un endroit où quelqu'un attend mon retour à la maison. Personne ne riait ni n'interrompait. Chaque mot prononcé dans cette pièce changeait quelque chose de fondamental. Plus tard dans l'après-midi, Thomas reçut une lettre manuscrite directement du conseil municipal. Le message était bref, mais chaque ligne était aussi claire que le soleil après un orage. La garde légale complète d'Ella est attribuée à Monsieur Thomas Miller. De plus, la propriété située au 103, Maple Lane, lui appartient légalement conformément à un testament notarié. Aucune propriété matrimoniale partagée ne s'appliquerait. En bas, une note manuscrite du juge honoraire disait « Un enfant ne choisit pas le parent le plus riche. Il choisit celui qui lui donne le sentiment d'être vraiment aimé. » Thomas lut la lettre et la plia soigneusement. Il ne dit rien, ni acclamation, ni larmes. Il se dirigea simplement vers le jardin où Ella était assise en train de dessiner. Elle leva les yeux. « Tu sais papa, dans les contes de fées, les enfants sont toujours sauvés juste à temps. » Thomas s'assit à côté d'elle et pressa doucement son front contre le sien. « Alors, qu'est-ce que ça fait de moi ?»« Un chevalier, murmura Ella. Tu es celui qui n'a jamais abandonné. » Une semaine plus tard, la ville avait cessé de parler du trésor. On racontait désormais l'histoire de l'ancien soldat abandonné par sa femme, moqué par toute sa famille et livré à lui-même dans une maison en ruine dont personne ne voulait. Cet homme a gardé la maison. Il a gardé sa fille. Il a conservé sa dignité non pas en ripostant, mais en leur prouvant qu'ils avaient tort. Non pas en se vantant, mais en restant ferme. À l'intérieur du manoir, Ella avait accroché un nouveau tableau qu'elle avait réalisé. Il représentait un homme en uniforme debout devant une vieille maison, serrant fermement la main d'une petite fille. En dessous, dans une écriture enfantine et maladroite, on pouvait lire « Papa et moi, les derniers restants ». À la tombée de la nuit, il n'y avait plus de disputes, plus de menaces juridiques, plus d'avocats, juste la chaude lueur jaune qui se répandait des fenêtres sur les marches de l'entrée. Thomas se tenait sur le balcon, regardant le ciel, non pas à cause d'un trésor ou d'une victoire, mais parce que pour la première fois depuis des années, il avait vraiment le sentiment d'appartenir à ce monde. Cette maison possédait désormais une âme. Pas à cause de l'or dissimulé dans ses murs, mais grâce à une petite fille assez courageuse pour appeler cet homme papa et à un homme assez déterminé pour traverser les ruines afin de préserver ce qui comptait le plus. Le soldat n'était pas revenu chercher des richesses. Ce n'est pas la fortune qui fait un bon père, mais le cœur qui rassemble une famille. Que pensez-vous du chemin parcouru par Thomas? Auriez-vous à sa place la force de résister à ceux qui détiennent l'argent et le pouvoir légal? Et peut-être que dans nos propres vies, les choses que nous ignorons ou rejetons recèlent en réalité les significations les plus profondes et durables. Si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Notre chaîne ne se contente pas de raconter des histoires. Elle est aussi un espace d'écoute, un lieu où se rassemble ce dont le cœur a été incompris. Comment vous sentez-vous ces derniers temps physiquement et émotionnellement? Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un peu de réconfort ou à tout le moins vous a rappelé que vous n'êtes pas seul.